Les voitures électriques, qu'est-ce que les gens en pensent vraiment? C'est l'autonomie. Ça, c'est la question que les consommateurs se posent quand ils entrent dans le showroom. Pourquoi la transparence est-elle devenue un levier clé sur le marché de l'occasion? Et quelqu'un qui veut acheter une voiture d'occasion, il se pose toujours la question, que s'est-il passé avec cette voiture? La confiance du consommateur, ça c'est très important. Je suis Anne de Batzelir et je vous emmène avec plaisir In the Driver's Seat, un podcast dédié aux professionnels de l'automobile. On apporte des réponses aux questions qu'ils entendent souvent de la part de leurs clients. La conduite électrique est en plein essor et pourtant, il y a encore pas mal de méfiance. Les gens doutent de la batterie, de la vraie valeur d'un véhicule électrique d'occasion. Du coup, Autoscout 24 a mené une enquête auprès des particuliers et des professionnels. In the Driver's Seat se pose la question: quelle image les gens ont-ils de la conduite électrique? Et pourquoi la transparence devient de plus en plus importante dans le marché de l'occasion? Nous en parlerons avec le journaliste automobile indépendant Dieter Cartier et le CEO de Carpass, Michel Pehlmann. Bienvenue à tous les deux. Je suppose que vous êtes venus en électrique. Aujourd'hui, oui. Voilà, en tant que journaliste, j'ai l'opportunité d'essayer plusieurs voitures. Et à l'heure actuelle, c'est une électrique et je suis gâté. J'ai une voiture avec une autonomie de 600 km, donc c'est assez confortable, je dois dire. Et Michel? Je dois avouer, Anne, je suis venu en motorisation essence. Le problème, c'est surtout parce que dans le bâtiment où sont situés nos bureaux, il n'y a que 2 bornes de recharge, donc ce qui est beaucoup trop peu. Donc ça illustre peut-être un peu des problèmes que certaines personnes rencontrent et qu'ils hésitent pour acheter une voiture électrique. Dans l'enquête, on a marqué que les gens ont surtout du mal avec une autonomie trop limitée ou toutes ces contraintes avec la recharge à domicile. Est-ce que cette perception correspond à la réalité, selon vous? La situation est la suivante, c'est-à-dire les consommateurs, ils désirent de leur voiture électrique qu'elle offre la même autonomie que leur voiture actuelle, c'est-à-dire 500-600 km. C'est un certain confort d'utilisation, mais en fait, en réalité, nos déplacements quotidiens, ça fait peut-être 10, 20, 30, 40 km par jour. Donc, en réalité, on n'a pas vraiment besoin de cette autonomie. Cela dit, il faut dire qu'actuellement, les nouveaux modèles, ils vont en direction des attentes des clients, c'est-à-dire 400, 500, 600 km. Il y a même maintenant des voitures électriques qui offrent déjà 900 km d'autonomie selon le cycle officiel. Donc, les constructeurs, ils répondent aux attentes des clients, même si l'autonomie désirée ne correspond vraiment pas, ou pas vraiment plutôt à la réalité, à l'usage au quotidien. Mais ce ne sont pas vraiment des questions sur la technologie de la voiture, mais plutôt des questions de la vie au quotidien. Est-ce que je peux aller travailler avec? Est-ce que je peux partir en vacances? Et c'est ça en fait, partir en vacances. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Exactement. Donc on ne peut pas nier qu'en hiver, les performances d'une voiture électrique, il y a une perte. Il y a une perte de performance, une perte de capacité. Il faut compter sur, disons, une différence de 20-30% par rapport aux températures normales, je dirais. Donc oui, si on a une autonomie, disons, de 500 km en été, en hiver, ça sera plutôt 350-400. Ça, c'est une réalité. Il y a des solutions. On peut, par exemple, éviter que la voiture doit prendre l'énergie de la batterie pendant le premier kilomètre pour chauffer la voiture. Ça coûte énormément d'énergie. On peut éviter ça en chargeant la voiture, en préchauffant la voiture pendant qu'il charge encore. Oui, c'est ça, en effet. Et en plus, il faut dire aussi que les nouvelles voitures récemment lancées, cadencées. Et en plus, on constate aussi que la technologie ne cesse pas d'évoluer. Donc les voitures récentes, ils sont déjà beaucoup plus performantes à ce niveau que la première génération, la deuxième génération de voitures électriques. Apparemment, il y a aussi des doutes sur la fiabilité d'un véhicule électrique sur le long terme.
Est-ce qu'un acheteur d'une voiture électrique est aussi rassuré que quelqu'un qui achète une diesel ou une essence, par exemple? Le problème, c'est que le consommateur ne connaît pas la technologie. Hmm. Il est habitué à une essence, une diesel, une voiture qu'il utilise pendant 10 ans peut-être, et après 10 ans, il y a toujours une certaine valeur résiduelle. Il y a toujours un acheteur pour ce genre de véhicule. Avec une voiture électrique, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Est-ce que la voiture que j'achète maintenant va encore valoir quelque chose dans 5 ans, 6 ans, 7 ans? C'est ça qui fait en fait qui a une source d'inquiétude parmi les consommateurs. Ça, c'est sûr. Cela dit, à l'heure actuelle, il y a une tension entre l'offre de voitures électriques en occasion et la demande. Donc il y a très peu de demande, il y a beaucoup d'offres au niveau des voitures électriques. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, les prix de voitures électriques en occasion sont plutôt bas. Ça. Mais moi je crois honnêtement que les prix vont augmenter dans les années à venir parce que la demande auprès des consommateurs va sans doute aussi augmenter. Mhm. Oui, et on constate évidemment maintenant, déjà quand les prix des carburants augmentent, que quand même plus en plus de gens envisagent quand même l'achat d'une voiture d'occasion électrique. Mais évidemment, pour une voiture d'occasion, la grosse question qui se pose toujours, c'est la batterie, parce qu'on sait que quand il faut remplacer la batterie, ça coûte beaucoup d'argent. Et les gens se réfèrent parfois à leur GSM, donc ils savent qu'après 3-4 ans, la batterie est beaucoup moins puissante, elle perd de sa capacité. Donc ils font un peu le parallèle avec la voiture. Et donc je crois que c'est là aussi Mais qu'il ce n'est faut... pas justifié. Ce n'est pas justifié parce que, je dirais, une voiture possède ce qu'on appelle un système de gestion de la batterie, hein, donc, qui évite justement des surcharges et donc qui fait que la dégradation est beaucoup moindre que les gens s'imaginent. Hein, donc en réalité, on est bien en dessous des 2% par an, donc ça veut dire que après 10 ans, vous avez peut-être encore 85% de la capacité. Beaucoup de professionnels de l'auto reçoivent toujours les mêmes questions du consommateur. Quel type de questions s'agit-il et sont-elles justifiées? En première instance, c'est l'autonomie. Ça, c'est L'autonomie, la toujours. question que les consommateurs se posent quand ils entrent dans le showroom. Et en fait, on a déjà traité le sujet. L'autonomie n'est pas tellement un problème, c'est moins un problème que en réalité. Donc les gens, ils pensent avoir besoin d'une certaine autonomie, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment besoin de ce nombre de kilomètres par jour ou par semaine même. Deuxième question, charge. Comment est-ce que je peux charger ma voiture électrique à domicile, à une borne publique? C'est quoi la différence entre une borne rapide et une borne normale? Combien ça va me coûter? Donc, il y a un rôle très important pour les vendeurs de voitures électriques. Il est primordial qu'ils savent bien expliquer Oui. tout Quelle ce est qui la se meilleure passe façon en autour. fait de communiquer Oui. sur ces sujets-là pour répondre à ces En questions? fait, le rôle du vendeur, c'est voilà, de rassurer le client. Un vendeur qui est bien informé peut rassurer le client et le convaincre de passer en électrique. C'est vraiment le rôle et peut-être un peu aussi la responsabilité du vendeur. Et donc, il est très important que le vendeur soit bien informé et qu'il fréquente des cours, voilà, c'est vraiment essentiel. Ouais. Oui, que les explications vont au-delà de simplement dire, voilà, c'est la voiture, c'est les performances, Exactement. etc. Il faut aller plus loin, il faut expliquer Oui. comment charger les cartes charge et des choses pareilles. Ce qu'il ne faut pas faire quand on vend une voiture à essence, on n'explique pas comment il faut aller à la pompe, Exactement. par exemple. Oui. Donc, oui. Ben, je crois qu'il est clair qu'il y a de plus en plus de voitures électriques dans la rue. J'ai appris aussi que les prix baissent même et on les voit apparaître aussi sur le marché de l'occasion. Et je suppose que forcément, il y aura des questions comme combien vaut encore ma voiture ou si c'est une question posée par un professionnel, ce sera quelle est la valeur réelle de la voiture que je vends. Michel, je viens maintenant chez vous parce que vous êtes vraiment un spécialiste, un expert sur la transparence du marché de l'automobile de l'occasion.
pourquoi cette transparence est tellement importante? Oui, cette transparence est cruciale parce qu'elle répond à un besoin réel du consommateur. Et quelqu'un qui achète une voiture d'occasion ou qui veut acheter une voiture d'occasion, il se pose toujours la question, que s'est-il passé avec cette voiture? Oui. Et donc, c'est là qu'il faut, en tant que vendeur, c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et c'est à ça aussi que sert notamment le CarPass, c'est justement pour montrer l'historique kilométrique et d'autres éléments, justement pour rassurer l'acheteur. Et je crois que un vendeur qui met vraiment l'accent sur la transparence, il va avoir un avantage réel par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. C'est aussi un besoin pour avoir des photos claires, suffisamment de photos de l'extérieur, de l'intérieur du coffre, de toutes les options, etc. Donc tout ça, le consommateur attend cela, c'est dans les mœurs d'aujourd'hui. Tu l'as déjà mentionné, le CarPass. La plupart des gens connaissent le CarPass pour les kilométrages, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est exactement un CarPass? C'est exact. Donc, le CarPass, c'est le document obligatoire qu'un vendeur doit remettre à l'acheteur. S'il ne le fait pas, l'acheteur a le droit d'exiger l'annulation de la vente. Mais le CarPass a été créé il y a 20 ans, non seulement pour protéger les consommateurs contre la fraude kilométrique, mais aussi pour, je dirais, le secteur, parce que les vendeurs bienveillants, évidemment, ils se voyaient confrontés à une concurrence déloyale par des magouilleurs, des cow-boys sur le marché. C'était mauvais pour la réputation du secteur, pour la réputation du produit. Et donc, sur le CarPass, vous allez voir l'historique kilométrique de la voiture et vous pouvez évidemment vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, si ça correspond à la valeur affichée au compteur. Mais le CarPass va bien plus au-delà. On renseigne par exemple aussi la norme Euro, s'il y a des actions de rappel qui doivent encore être effectuées sur la voiture. Et depuis 2 ans, les professionnels du secteur automobile sont aussi tenus de nous renseigner une description des travaux qu'ils ont effectués sur la voiture. Donc le CarPass va évoluer vers un carnet d'entretien digital. Et maintenant, depuis début de cette année, un vendeur d'une voiture électrique ou d'une plug-in hybride peut renseigner l'état de santé, le state of health de la voiture, ainsi que le rapport d'essai qui justifie cette valeur. Je crois que c'est essentiel. L'état de santé de la batterie ou la confiance du consommateur, ça c'est très important. La santé de la batterie, on en parlera dans un autre épisode. Mais il paraît aussi dans l'enquête qu'un professionnel sur 2 estime que, effectivement, le CarPass est vraiment important pour gagner la confiance du client. Il faut un label, il faut un rapport. Pourquoi cette confiance est tellement importante pour lui? Je crois il y a toujours le doute quand on achète une voiture. Ce n'est pas une voiture neuve, donc on achète une voiture d'occasion, donc il y a toujours un peu le doute que s'est-il passé avec cette voiture. Donc c'est ce doute-là qu'il faut essayer d'y répondre, et ça se fait notamment avec des certificats comme le CarPass. Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs quand on achète une maison. Il y a aussi des certificats, labels énergétiques et d'autres. Donc voilà, ça répond réellement à un besoin du consommateur. Et en fait, notre pays, la Belgique, est unique avec le CarPass. C'est le seul pays où c'est vraiment obligatoire lors de la vente d'une voiture. Ça, je trouve incroyable en fait. C'est seulement la Belgique qui a le système du CarPass. Oui, on est l'exemple. Oui, pour une fois, on est un exemple en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je dis, c'est surtout aussi parce que le secteur a vraiment voulu instaurer ça. Et quand on discute dans d'autres pays, on sent que là, il y a moins d'animosité. Et si le secteur n'est pas porteur d'un tel système, c'est évidemment beaucoup plus difficile de l'instaurer. Ceci dit, l'Europe veut maintenant quand même aussi pousser les États membres à créer chacun dans leur pays un système à la CarPass. Lors d'une vente d'une voiture, quelles sont en fait les obligations du professionnel de l'auto? Qu'est-ce qu'il doit absolument faire? Oui, il doit évidemment, in fine, remettre le CarPass, le document officiel à l'acheteur, mais au préalable, quand il offre la voiture en vente, donc par exemple quand il la met sur Autoscout, à ce moment-là, il doit déjà inclure les informations du CarPass. Donc, pour ça, il peut demander chez nous ces informations. Il reçoit alors un URL qu'il doit insérer dans l'annonce, mais
en réalité, ça se passe, on voit dans l'annonce apparaître le logo Check CarPass. Et si vous cliquez dessus, à ce moment-là, vous avez accès aux données CarPass de la voiture. Et donc, à partir du 1er juin 2026, ceux qui ne vont pas suivre les règles vont le savoir. C'est-à-dire que c'est déjà une obligation légale depuis un certain temps, mais Autoscout a maintenant annoncé qu'ils vont évidemment empêcher de publier des annonces si les informations du CarPass n'y apparaissent pas. Et le SPF Économie a également déclaré qu'ils vont faire des contrôles plus stricts à partir de cette période-là. Pourquoi on a pris cette mesure, effectivement, pour vraiment lier le CarPass aux annonces? Je crois que l'idée, c'est évidemment que les gens puissent déjà prendre connaissance des données du CarPass au moment où ils sont à la recherche d'une voiture d'occasion, et donc pas tout à fait à la fin quand ils sont déjà au showroom et qu'ils vont signer le bon de commande. Donc pour qu'ils puissent vraiment intégrer ces données-là dans leur processus de décision. Et parfois, il y a des professionnels qui disent, ou qui prétendent peut-être qu'ils ne savent pas obtenir un CarPass. C'est la vérité? Ça existe, ces situations-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de professionnels qui pensent encore que, par exemple, pour des voitures importées, ce n'est pas possible d'avoir les données du CarPass. Mais bien au contraire, dès que la voiture est connue auprès de la DIV, elle est aussi connue chez nous. Et ce que les gens ignorent encore trop souvent, c'est que même pour des voitures importées, nous intégrons des données des constructeurs. Donc par exemple, si la voiture a été entretenue chez un concessionnaire officiel en Allemagne, ces kilométrages-là apparaîtront aussi sur le CarPass des véhicules importés, et justement pour lutter contre la fraude avec ce genre de véhicules. D'accord. Je peux confirmer. J'ai acheté une voiture en Allemagne. Effectivement, tous les kilométrages, tous les entretiens qui ont été effectués en Allemagne sont bien mentionnés. Oui, en effet. Mais je crois qu'un CarPass est valable 2 mois. Et selon Autoscout, une voiture reste en moyenne 92 jours, si je ne me trompe pas, en stock. Ça me semble un peu moins, non, les 2 mois? C'est exact que le CarPass officiel, donc le document physique, est valable 2 mois. Mais le lien dont on a parlé, qu'on peut insérer dans les annonces, ce lien-là, il reste valable 6 mois. Donc c'est bien plus que les 90 jours. Alors, parlons aussi un peu de l'avenir. Quels sont encore les défis à relever pour avoir plus de transparence encore? Je crois que maintenant, on vient de commencer à publier l'état de santé de la batterie sur le CarPass, donc c'est clair que ce n'est qu'un début. Je crois que c'est un système qui doit encore se développer, donc c'est certainement un des points sur lesquels on va mettre l'accent dans les mois et les années à venir. Un deuxième élément, on en a déjà brièvement parlé, c'est que la Commission européenne maintenant a proposé, après un lobby qu'a fait la Belgique notamment, justement d'obliger tous les États membres à créer un registre national avec des valeurs des compteurs kilométriques, donc un CarPass par État membre. Et donc ça nous permettra encore plus d'échanger des données entre États membres et donc de plus encore lutter contre la fraude avec les véhicules importés, mais aussi avec les véhicules qui sont exportés de la Belgique vers d'autres pays. Dieter, dans quelle mesure toutes ces infos qu'on peut retrouver sur le CarPass peuvent vraiment aider à renforcer la confiance du client, d'un acheteur, pour acheter effectivement une voiture électrique sur le marché de l'occasion? En effet, je crois que le CarPass offre un aperçu global de l'histoire du véhicule. C'est très important. Pas seulement tous les entretiens qui ont été faits, mais aussi donc prochainement l'état de santé de la batterie. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel pour augmenter la confiance dans la valeur d'une voiture électrique d'occasion. J'en suis convaincu. Ouais. Et dernière question pour toi, Michel. Un petit mot encore sur la garantie et le suivi après-vente? Oui, la garantie, c'est évidemment une garantie légale, officielle, que n'offre évidemment qu'un vendeur professionnel. Donc si vous achetez chez un professionnel, vous avez droit à une garantie d'1 an.
Par contre, si vous achetez évidemment chez un particulier, peut-être la voiture est moins chère, mais évidemment... Pas de garantie. Pas de garantie et vous achetez la voiture dans l'état bien connu par l'acheteur, comme dit la formulation. Ok. À rajouter peut-être encore que tous les constructeurs, ils offrent une garantie de 8 ans et ou 160 000 km sur la batterie haute tension. Ok, merci Dieter, merci Michel, à très bientôt. Et voilà, la conduite électrique soulève encore des questions, mais beaucoup de doutes viennent surtout de la perception. Aujourd'hui, les professionnels peuvent informer leurs clients de manière objective et transparente avec des documents officiels. Et ça ne peut qu'augmenter la confiance et on peut parier que le client repart au volant d'une voiture électrique avec un grand sourire. Dans les prochains épisodes, on va approfondir le Battery State of Health, donc l'état de santé de la batterie et aussi le Total Cost of Ownership, le coût total du véhicule. À très bientôt.